roulade littéraire corsée, pour ce qui est déjà la 21e roulade littéraire corsée. Pour ceux qui sont là pour la première fois, surtout bienvenue. Si vous ne savez pas encore tout à fait ce que c'est, les roulades littéraires corsées se veulent en fait un endroit de rencontre, de découverte, de partage par rapport à la littérature francophone, qu'elle soit belge, suisse, canadienne, française, et surtout un moment où on se pose pour parcourir avec un auteur, un éditeur, quelqu'un qui a le livre au centre de ses priorités et de sa vie, son parcours. Ce soir, nous recevons Michel Francard, linguiste, auteur de nombreux livres, et c'est avec Willy Lefebvre qui va s'entretenir. Willy va notamment vous questionner par rapport aux langues régionales de Wallonie, au dictionnaire du belgicisme que vous avez écrit, ou encore à votre fameuse chronique dans le soir, vous avez de ces mots. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre littéraire. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est statistiquement correct. Oui, ça c'est voulu. Faciliter la vie en préparant devant vous un petit feuillet qui vous permettra de le découvrir davantage. Mais Michel Francard est quand même né à Bastogne en 1952, professeur de linguistique française à l'UCL et son enseignement. Et ses recherches ont porté sur la variété de français, sur les rapports qu'elles entretiennent avec leur environnement culturel, social et politique. Ce qui est extraordinaire dans ce qu'on va adopter ici, c'est le foisonnement qu'il y a de parler locaux. Encore une fois, ce parler local qui est perpétré par pas mal d'associations, pas mal d'écrivains locaux qui sont aussi abordés par des gens qui font du théâtre, qui font aussi du musical, ça existe. Moi je me souviens quand j'étais jeune, on était captivé par Bob Deschamps à une certaine époque. Puis par après, il y a quelques trucs que j'ai croisés personnellement, si on compte ici peu de place, je vais parler de Victor Gravy dans la région de Charleroi, ou de Roland Thibault qui a la roulotte théâtrale. Voilà des gens qui parlent de leur langage, de ce qu'ils ont vécu étant jeunes, de ce qu'ils ont entendu étant jeunes. Où en est-on exactement? Sur la vitalité? Oui. Alors, la première chose à vous, d'abord, vous remercier pour cette invitation quand même. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Vous savez qu'en Belgique, il n'y a plus de recensement depuis l'après-guerre, 1947, puisque les bourgmestres flamands n'ont plus voulu que ça se passe. Et plus généralement, nous n'avons aucun renseignement sur les pratiques linguistiques des Belges aujourd'hui. Aucun. Donc, quand on parle, par exemple, du statut des langues régionales, donc je vais m'occuper de la Wallonie, Wallon, Picard, Gaumais, Champenois, il y a même un peu de Champenois, on n'a aucun chiffre, on a simplement des enquêtes ou des estimations partielles. Donc, je vais répondre à votre question rapidement. D'après la connaissance du terrain que j'en ai, donc c'est une approximation, il y a sans doute encore aujourd'hui 10% des Wallons qui parlent une des langues régionales. 10%. Donc 10% sur 3 millions, ça fait quand même 300 000 personnes. Et donc je signale à chaque fois que c'est plus que les Bretons, c'est plus que les Corses, c'est à peu près autant que les Luxembourgeois du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, du point de vue de la masse critique, c'est largement suffisant. Mais la différence, c'est le fait que le Wallon, le Picard, etc. sont en réalité plutôt cachés et ne vivent que dans des endroits où, au fond, il y a peu, Très proché par ces cercles qu'on a cités tantôt, au niveau théâtre, au niveau enseignement, parce qu'il y a des cercles qui vous approchent, qui vous contactent, qui vous... Oui, il se fait que j'essaie d'animer un petit peu le dernier moment où on peut le faire, parce que vous savez que quand même, je devrais dire ça, toutes ces langues régionales, donc Wallon, Picard, etc., aujourd'hui, pour la première fois, sont dans une situation où il n'y a plus de transmission intergénérationnelle. Donc, quand on a une langue de ce point de vue-là, qui est dans un état comme celui-là, c'est vraiment un état de détresse. Donc l'UNESCO a placé ces langues-là dans la catégorie des langues très en danger. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la seule chance de survie de ces langues, c'est l'enseignement. Je n'ai pas dit l'enseignement dans les écoles nécessairement, mais il faut donc une politique volontariste pour y arriver. Alors cette politique, pour aller vite, elle doit s'appuyer alors sur ce qui existe déjà, et notamment le théâtre. Savez-vous par exemple qu'en Wallonie, donc ce n'est pas le cas à Bruxelles, mais en Wallonie, chaque année, il y a plus de 200 000 personnes qui fréquentent le théâtre wallon. En Wallonie. Alors c'est intéressant le théâtre, pourquoi? Parce qu'une partie des comédiens sont de jeunes comédiens.
Et c'est pour eux le premier, et sans doute l'unique contact qu'ils ont avec la langue. Ils apprennent des répliques, et alors à leur tour, éventuellement, ils sont peut-être mordus par l'intérêt pour cette langue. Donc le théâtre est très important pour ceux-là. Et les 200 et quelques mille personnes qui viennent assister à ces pièces de théâtre ne sont pas tous, ou toutes, des personnes qui comprennent ou qui sont familiers de tout cela. Mais c'est au moins un contact qui existe. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire sur le théâtre wallon, notamment son trop peu de qualité, etc. C'est un autre débat. On touche à l'oral, là. Et pourquoi n'y a-t-il pas plus d'écrits? Alors il y a c'est intéressant, il y a énormément d'écrits. Mais le nombre de lecteurs de ces écrits, c'est une peau de chagrin. Et le mécanisme est tel que vous avez donc de moins en moins de personnes qui pratiquent la langue, de moins en moins de personnes qui l'écrivent et de moins en moins de personnes qui la lisent. Donc dans ce milieu-là, pour vous donner une idée, quand vous sortez un livre en wallon, qui est toujours accompagné d'une traduction française sur la page de gauche, c'est évident. Aujourd'hui, il n'y a plus d'édition unilingue en wallon, en tout cas je ne connais plus. Eh bien, quand vous faites un tirage de 300 exemplaires, c'est très bien. 300 exemplaires, c'est très bien. Cela dit, il y a d'autres livres que vous connaissez, même à 300 exemplaires, ne s'en sortent pas. Mais, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'une politique volontariste qui est indispensable, sinon pas tenue. Que le pouvoir politique n'est pas sensible à cette perte de... Ah si, le pouvoir politique est très sensible à cette question à chaque élection communale. Parce que à chaque élection communale, vous avez des tracts qui ont des formules en wallon. On est dans un rapport de proximité avec l'électeur. Et ma foi, si un mot wallon ramène 10 voix, bah, c'est pas perdu. Alors, je dis, bon, il y a la frontière française qui est là, vous parlez du Picard. Quels sont les échanges qu'il peut encore y avoir, ou les influences qui peuvent encore passer d'une frontière à l'autre? Alors, dans le cas qui nous occupe, le Picard, donc il y a pas mal de liens entre la partie belge, si vous voulez, et la partie ch'ti, que vous connaissez par ailleurs, et c'est notamment grâce au regain d'intérêt qui a été suscité par le film Bienvenue chez les ch'tis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film. Les Belges qui ont été voir le film se sont dit, mais c'est comme chez nous. Alors, en réalité, c'est pas comme chez nous, pas tout à fait. Mais il y a un effet d'assimilation dans la représentation qu'on se fait de la langue. Donc, du côté français, ça a permis cette forme de spectacularisation, ce que je vais dire, qui était absolument indispensable, et qui a permis alors de rebondir du côté Hainaut, chez nous. François, tu as quelque chose? Oui, parce que je suis un petit peu picard sur les bords, comme bien dit en méridional. Entre la Picardie et la Belgique, il y a quand même le nord. En Ch'ti, c'est un peu différent, non? Oui. Pour moi. Oui. Voilà, est-ce que c'est de vous distinguer, parce qu'il y a le Picard de Chantilly, Senlis, dans cette région-là, et plus on met la Somme, et puis plus on monte, et ça change. Oui, mais donc le Picard est divers déjà. C'est vrai. Donc, mais ça, c'est une constante dans... les personnes ici qui ont un peu voyagé et qui ont entendu des personnes âgées s'exprimer savent que de village à village, il y a des différences. Et tout ça, c'est un continuum. Donc vous ne pouvez pas, les gens qui ont fait de la linguistique ici ont entendu parler d'isoglosses, on sait bien quand même qu'il n'y a pas de frontière linguistique entre les variétés. Ce qui veut dire que plus vous avancez dans telle direction, plus c'est telle langue dominante qui prend le pas sur une autre, etc. Donc, je suis d'accord avec vous, mais ça se marque de manière très très continue. Est-ce qu'il y a un échange culturel entre ces différentes langues? Est-ce que les gens de la Gaule vont se tourner, vont s'échanger pour se découvrir l'un l'autre? Alors, c'est un mouvement qu'on essaye d'encourager en tout cas, mais c'est en réaction par rapport à un campanilisme étonnant. Chaque personne agit dans son cercle isolé, chacun se préoccupe de sa chapelle, dans tous les sens du terme, et donc chacun a des initiatives. Quand je dis chacun, c'est parce que c'est souvent des hommes. Chacun, oui, parce que la représentation du wallon est associée aux hommes. Chacun a donc des initiatives qui le concernent, lui et son groupe, lui et les gens qui sont autour de lui. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de dire aux gens, écoutez, si vous avez vraiment envie que votre langue continue à un moment donné à être pratiquée, ce n'est pas à l'échelle de votre village, de votre quartier qu'il faut travailler, c'est à une échelle plus wallonne. Et tout de suite on nous dit, on ne va pas s'apesantir là-dessus, tout de suite on nous dit, mais quel wallon! On fait comme les flamands, on soutient.
Oui, mais Parce que le flamand fait des choses, même Journal Paris, c'est sous-titré, il y a des films flamands qui sont sous-titrés parce que le film a été tourné dans une langue locale. c'est exact. Donc, mais en Wallonie, il faut quand même se dire que la situation des différentes variétés du wallon est certainement moins favorable que celle des différentes variétés du flamand. D'accord? Et donc, puisque je vous ai dit qu'il fallait des politiques volontaristes d'enseignement notamment, si vous avez des dispositifs pédagogiques, par exemple des livres, etc., vous n'allez quand même pas faire des livres pour 50 personnes dans un quartier ou dans un village. Donc on est obligé à un moment donné de penser à une chose. Donc en clair, je ne voudrais pas qu'on mette le débat là-dessus, hein. En clair, ou bien on aura une variété de wallon, ou 2 ou 3 maximum, qui s'imposeront sur l'ensemble de la Wallonie et qui auront des chances de survivre, ou on aura une dispersion en une myriade de variétés, et là il n'y a aucun doute que ça ne survivra. En Afrique en tout cas, le français soit imposé comme lingua franca, à un moment donné, donne un peu du lest aux langues qu'on appelle régionales là-bas, mais ce sont évidemment des langues de grandes régions qui dépassent les frontières des pays. On est, j'aime beaucoup cette expression-là, on est dans des marchés linguistiques, comme de véritables marchés dans lesquels les produits, donc ce sont les langues dans ce cas-là, ont des valeurs. Et donc on échange des valeurs, des produits, etc. à chacun d'entre nous de faire en sorte que la valeur qu'on attribue soit la plus adaptée à la situation dans laquelle on se trouve. Et ça vaut aussi pour les variétés françaises. Sur le plan de la recherche, autrefois on avait peu de moyens pour conserver les savoirs linguistiques dans les différentes régions. Maintenant, avec tous les outils audiovisuels, informatiques et tout, est-ce qu'on se préoccupe de garder les enregistrements qui étaient rares autrefois dans les régions, et maintenant est-ce qu'on utilise ça pour garder, avoir un conservatoire, si on peut dire, des langues, pour pas que ça disparaisse totalement de la mémoire, quoi. La réponse est clairement oui. Donc les langues minoritaires, je vais les appeler comme ça, les langues minoritaires que je connais ont toutes développé, notamment grâce aux universités. Il faut des recherches qui enregistrent, qui consignent la parole, en sachant que ça existe depuis 1900. Hein. Bruno, les enquêtes de 1900, on a exactement. C'était rudimentaire. C'était évidemment rudimentaire. Oui, et la qualité n'était pas très très bonne. Et je voudrais juste prolonger, parce que ce que vous dites est tout à fait juste, je voudrais juste prolonger en vous disant, même des méthodes, enfin, des procédures comme Internet, etc., sont en réalité une caisse de résonance incroyable pour les langues régionales. Jamais les langues régionales n'ont eu une telle aura grâce notamment à Internet. Tout simplement parce que ces langues minoritaires, avec quelques ressources on y arrive assez facilement, eh bien, sont aujourd'hui présentes sur le net. Ce qu'on n'avait pas du tout avant. Donc que vous intéressiez au Bourchistan, au Wallon, ou à je ne sais quelle langue amérindienne, vous aurez une information que jamais on a eue. En clair, par exemple, il y a un Wikipédia en Wallon. Et qui est bien fait. C'est fait par des gens, évidemment, qui n'ont pas 80 ans. C'est fait par des gens qui connaissent ces techniques et qui ont alors profité de tout le travail philologique, dialectologique, etc. et qui ont mis ça à disposition des gens. Pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on a déjà passé d'agréables soirées en lisant des BD ou en écoutant certaines bandes son, des vidéos sur les langues régionales. Bon, souviens-toi des soirées qu'on a fait avec Bob Deschamps, on a cité déjà tantôt, où personne ne piche quelque chose, donc il faut reprendre image par image pour expliquer ce qu'il a dit. Quand Joseph Arnès, parce qu'il est parti à Floridou, c'est impayable, c'est un humour extraordinaire. Maintenant, si vous prenez un Keuf, un Tintin, là aussi on est parti dans des découvertes extraordinaires, où on rit, on se tord de rire et on pleure. Hein. Donc là, je pense qu'il y a quand même tout un patrimoine qui existe, qui est sauvegardé et qui peut être très ludique. Hein. Là, je vais à découvrir. Alors tu m'as côté de ça, un Tintin en bruxellois, là, c'est impayable aussi. Là, on peut bien s'amuser avec ce genre de choses. Bon, c'est une question vraiment venant d'un non-initié, hein, mais est-ce qu'il y a une différence, on va dire, de définition entre une langue et un dialecte? Je pose la question pour le bruxellois, par exemple. Est-ce que le bruxellois est plutôt considéré comme langue ou dialecte? Parce qu'il y a le théâtre de tôle, etc. Bon, et voilà, je vous pose la question parce que je me pose la question. Voilà.
C'est le genre de questions qui sont vraiment des questions gigognes. Ah, ouais. Donc, je vais répondre en 2 temps. Donc, langue, dialecte, patois. Alors, je commence par patois parce que ça c'est un mot que tout le monde sans doute a déjà employé ou entendu employer. Un linguiste évite d'employer ce terme-là pour désigner ce qu'il appellera une langue, parce que patois, dans la plupart des situations, pas dans toutes, mais dans la plupart des situations, est connoté péjorativement. Son origine d'ailleurs, c'est bien ça, c'est quand même des parlers dans lesquels on ne distingue rien, qu'on ne comprend pas, etc. Donc, appeler patois le wallon du patois, par exemple, c'est extrêmement dévalorisant. Inutilement dévalorisant, on ne voit pas pourquoi il serait moins compréhensible qu'une autre langue. Alors, dialecte est ressenti comme plus technique. Hein. Quand on parle du dialecte, on dit, ah tiens, on a affaire à un précieux ridicule. Et en outre, dialecte pose un problème pour les chercheurs, c'est que vous n'avez pas la même signification en Europe francophone et dans la tradition anglophone. Donc, dialect en anglais signifie variété d'une langue. Donc, le Cockney est un dialecte de l'anglais. Tandis qu'en Europe francophone, dialecte, c'est une langue régionale. C'est pas une variété de langue. Le Cockney, c'est quand même très différent de l'anglais. Oui, mais c'est quand même une variété de l'anglais. Hein. On ne dit pas que le Cockney est une langue, on dit que c'est une variété de l'anglais. Et donc, quand j'ai commencé à travailler le petit Robert, les premières choses que j'ai demandé, c'est qu'on change la définition de wallon, qui était présentée comme un dialecte du français. Mais non, c'est pas un dialecte du français, c'est une langue à part. Donc, pour un linguiste, pour une linguiste, c'est quand même plus intéressant de dire tout simplement que le wallon, le picard, le gauchistan, l'anglais, le français sont des langues avec des systèmes linguistiques, avec des moyens lexicaux, avec tout un appareillage grammatical, etc. Et donc le bruxellois n'est pas une langue. Le bruxellois, eh bien pour moi, n'existe pas. Il n'existe pas. Ou plutôt, ça c'était pour vous provoquer. Ou plutôt, ça fait partie de ce qu'on appelle ces parlers mixtes, où vous avez, selon les personnes, si vous voulez, des doses différentes, des dosages différents de l'apport du flamand et de l'apport du français. Alors parfois ça peut être, surtout notamment dans des théâtres ou bien mariage de Mademoiselle Beulemans, etc. C'est très français matiné de flamand. J'ai déjà fait des enquêtes ici à Bruxelles où j'ai enregistré des gens qui parlaient du bruxellois tellement teinté, tellement marqué de flamand que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Hein, alors ce qu'on appelle ces parlers mixtes, ce sont donc des parlers qui ont un code de base, une grammaire de base, et souvent le lexique alors est beaucoup plus complexe. On ne peut pas entrer dans les... On trouve ça partout. On trouve ça à Bruxelles, mais on trouve ça en Afrique, c'est assez fréquent. On trouve ça au Québec, le fameux joie au Québec. Dans des pays arabes, ou c'est les pays du Maghreb, ils mélangent un peu l'arabe et le français. Par exemple, oui. Ou bien Nouchi en Côte d'Ivoire, le camp franglais au Cameroun, etc. Donc, ça. On a déjà parlé sur un point bien précis, sur le Picard, ce qui était votre premier, enfin un de vos ouvrages. Dans l'autre, vous vous mettez à collationner avec des amis de toute une série de mots, vous les engrangez sur des fiches, vous commencez à vous dire, tiens, j'ai suffisamment de recherches qui ont été effectuées pour pouvoir faire mon premier dictionnaire. Comment se met-on quand même à l'ouvrage et à concrétiser cet ouvrage de dictionnaire? vous parlez de quel dictionnaire? La première édition de votre dictionnaire Des légicismes. J'en ai fait un avant. Oui. Un autre. Voilà, c'est ça le danger. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ah oui, c'est pour ça que je vous posais Il y a un premier tome, il y a Non, j'ai fait un dictionnaire des parlers wallons de toute la région ardennaise, en fait, puisque c'est là, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est une grosse brique là, qui se trouve là, où là j'ai travaillé avec des personnes vraiment sur le terrain pendant pratiquement 10 ans. Je faisais autre chose, bien entendu, mais ça existe aussi. Alors le dictionnaire des belgicismes, on a travaillé effectivement avec un réseau de personnes, mais on a travaillé aussi, beaucoup, et peut-être même surtout, avec tout ce qui avait été produit avant. Donc ça fait depuis très longtemps qu'il y a une tradition d'étude des belgicismes. Poyard, 1806, c'est le premier ouvrage qui traite des belgicismes. Et figurez-vous que ce Poyard, c'est un citoyen français. Nous sommes en 1806, avant que la Belgique n'existe en tant que pays.
Et donc le but de Boyard, pour le dire rapidement, c'était de veiller à ce que les Belges citoyens français aient un français qui se rapproche de leurs concitoyens français. Et on va peut-être se lancer là-dessus, mais j'ai toujours été frappé, et je l'explique dans des conférences, de ce que l'argument de Poyard, qui me semblait légitime, enfin je comprends qu'un citoyen français se dise, mais il n'emploie pas le terme belgicisme. Si, il l'emploie. À la deuxième édition, il l'emploie. Mais après Poyard, comme nous sommes devenus un État indépendant, l'argument tombait, mais la tradition de belgicisme s'est non seulement perpétuée, mais s'est accentuée. Et donc ce sont les Belges eux-mêmes, si vous voulez, qui se sont flagellés de plus en plus fort jusqu'aux chasses au belgicisme que vous connaissez. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a donc des centaines et des centaines de pages qui ont été consacrées au belgicisme avant que nous ayons fait notre travail. Alors évidemment, ce sont des pages extrêmement variables du point de vue de leur qualité, parce qu'il faut d'avoir une bonne documentation. La plupart des auteurs confondaient allègrement belgicisme, donc quelque chose de géographique, fondamentalement, avec tout ce qui est populaire, par exemple. Et donc, ce qui est populaire, hop, c'est belge. On a d'ailleurs encore aujourd'hui la même chose, dans la représentation que les gens ont, c'est populaire, donc c'est belge. Ça, on le voit encore fréquemment. Donc, on a fait du tri dans tout cela. Et alors, je donne un peu la méthode d'enquête, on a finalement donc repéré environ 33 000 items qui étaient donc repérés dans les travaux antérieurs et que nous savions être encore en usage d'une manière ou d'une autre. On avait déjà éliminé, si vous voulez, ceux dont on savait bien qu'ils étaient complètement sortis d'usage. Et alors on a fait des enquêtes, on avait un réseau d'informateurs en Wallonie et à Bruxelles, une centaine de personnes, et chaque personne était une sorte de tête de réseau, donc ils se réunissaient par groupe. Et alors on envoyait des questionnaires, c'était des questionnaires écrits, il fallait bien avancer, etc. Et finalement, on a sorti de là donc, toute une série de données qui nous permettent, pour chacun des 3000 items dont je vous ai parlé, de vérifier, au moment où le XXIe siècle commence, en tout cas, quelle est sa vitalité et quelle est sa diffusion. Donc, je peux vous dire, par exemple, Dickeneck, par province, voilà le nombre, enfin le pourcentage de personnes qui le connaissent sa signification, ou qui le pratiquent assez régulièrement. Je peux vous dire dans quel profil de scolarité on utilise surtout ce mot par rapport à d'autres. Je peux vous en parler aussi du point de vue de l'âge, etc., etc., etc. Et alors, puisqu'on a toutes ces données, il suffit de choisir. Debout m'avait dit, bon ben voilà, ça peut faire un ouvrage d'environ, je ne sais plus le nombre de signes, peu importe. Eh bien, ça faisait environ 2000. Donc 2000 sur les 3000. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le curseur, et donc, j'ai pris ceux qui étaient connus par au moins 50% des gens que nous avions interrogés. Ça veut dire, 50% c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup parce que c'est Bruxelles et la Wallonie, et qui étaient pratiqués par 30% d'entre eux. Quand le petit Robert m'a demandé de revoir tout ce qui était Belgique dans le petit Robert, là j'en avais pas 2000, comme vous pouvez imaginer. Donc ils m'ont dit, bon, vous en avez, allez, mettons 450, on a un peu négocié. Et là donc, la barre est montée tout de suite. Là j'ai mis dans le petit Robert des mots qui étaient connus par 80% et qui étaient pratiqués par 50%. Donc vous voyez, c'est intéressant d'avoir ces bases de données parce qu'on peut en fonction du choix. Et donc, c'est amusant de voir qu'ils sont repris dans le petit Robert aussi. Alors, c'est amusant, oui, c'est très intéressant quand même, du point de vue symbolique aussi. Alors, qu'est-ce que ça signifie être repris dans le petit Robert? Ça signifie, si vous voulez, que pour les francophones de Belgique, c'est une sorte de reconnaissance dans un dictionnaire qui a tout le prestige d'un dictionnaire fait à Paris. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Rey dans la préface qui rappelle que ce dictionnaire est fait à Paris. Donc c'est toujours cette fameuse reconnaissance, il n'est de bon bec que de Paris, enfin de bref, qui vaut à ce moment-là pour les belgicistes. Pour les Français, c'est de l'exotisme. C'est du pur exotisme, que ce soit des belgicismes, des québécismes ou des provincialismes de France, c'est à peu près la même chose. Et le troisième aspect, c'est du commerce.
puisque chaque année, donc j'en donne quelques-uns, enfin 4 ou 5 ou 6, enfin on arrive à en placer au moins 5 ou 6. Et chaque année, si vous avez remarqué, depuis que le petit Robert, comme le petit Larousse, sort maintenant tous les ans, on publie la liste des nouveaux mots. Et donc on publie non seulement la liste des nouveaux mots du français général, mais à chaque fois il y a les mots de la francophonie. Et donc il y a les anglicismes qui s'y trouvent. Je joue ce jeu-là pourquoi? Parce qu'on pourrait, vous savez, on pourrait avoir une attitude un peu dégagée en disant qu'est-ce que c'est que ça, la condescendance parisienne? Ah non, pas du tout. Je crois qu'il faut à un moment donné s'inscrire dans une démarche de valorisation. Parce que c'est contre cette dévalorisation que depuis des décennies, on essaye aussi de se battre. Je reviens aux chasses au belgicisme. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a quand même dit, ne lisez pas, lisez, lisez, dites. Pour reprendre Gilles Bocard. Et vous savez que, enfin moi j'ai vu, je ne sais pas si dans vos classes vous l'avez fait, mais moi j'ai encore vu dans mes classes à moi des listes de belgicisme. Enfin, ne dites pas, mais dites. Quand vous convainquez des personnes que ce qu'ils disent, ils n'ont pas à le dire, vous imaginez quel renoncement c'est? Alors, je ne peux pas ici jouer sur des émotions, mais on a trouvé très vite, en tout cas avec l'équipe que j'ai créée, que j'ai animée, qui aujourd'hui a pris tout son développement, on s'est dit il faut travailler non pas uniquement sur les formes linguistiques, c'est-à-dire bien les décrire, bien les définir, etc. Donc c'est difficile, il faut faire un dictionnaire, un vrai, quoi, comme un petit Robert. Mais il faut aussi travailler sur ce qu'on appelle les représentations. Il n'y a aucune honte à pratiquer en Belgique un français qui ait des spécificités. Comme dans n'importe quelle région de France, il y a des spécificités. Et qui est-ce que ça dérange? Comme à Montréal, comme à Ouagadougou, comme dans n'importe quelle région francophone. Et donc, on n'est pas en train ici de faire du particularisme ou que c'est identitaire, ça n'est pas ça du tout, en tout cas ce n'est certainement pas réducteur, c'est simplement illustrer le fait que le français, comme n'importe quelle langue de grande culture et de grande diffusion, varie selon les endroits, selon les contextes de communication et selon les réalités sociales. C'est une banalité. Mais en France, on a souvent lutté contre cette vision-là de la langue, avec le centrisme très connu, le jacobinisme en réalité linguistique. Mais ça, on peut se poser des questions on pourra se poser des questions pour le français. Donc l'évolution du français aujourd'hui rejoint ce qui paraît normal dans le monde anglophone, dans le monde hispanophone. Imaginez que vous alliez dire à un Anglais, à un Américain, que c'est l'anglais de la reine qui sert de norme. Enfin, il va éclater le rire, il n'y pensera même pas, là, il va éclater le rire. Mais en français, ils sont capables de sortir encore ça, en Alors, représentation. Non, mais on a fait des études, j'ai une ancienne doctorante, Déborah René, qui a travaillé sur les représentations linguistiques des étudiants Erasmus, oui. Et ils disent, quand même, le français en Belgique, il est un peu champêtre. Et donc, il y a le français du roi, mais c'est des étudiants qui ont 18, 20 ans. Hein. Bien sûr. Et ils ont encore ces représentations suivant le Mais le monde francophone est le seul, dans ceux que je connais, dans les univers linguistiques que je connais, dans les marchés linguistiques que je connais, c'est le seul à réagir encore avec une telle centralisation. Et je fais souvent remarquer que cette idée-là que quand même, il y a un français qui se parle bien, alors on me sort de moins en moins Tours, mais enfin bon, c'est quand même le français des Français, quoi, de toute façon, celui de Paris. Et à chaque fois, je fais remarquer aux personnes qui me disent ça avec beaucoup d'ingéniosité, le français des Français. C'est quoi le français du français? Ah non, c'est le français de Paris. Le français de Paris. Quel Paris? Quel Paris? Si c'est le français de l'Académie, alors là, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance pour le rire. Mais quel est le sort réservé justement à ces belgicismes dans une classe de français? Vous parlez de son classe. Mais bon, le professeur lui fait faire une rédaction et qu'est-ce qu'il couvre? Le belgicisme. Okay. Je distinguerai selon qu'on a affaire à une classe de francophones natifs, si vous voulez, ou de francophones qui travaillent dans le domaine du français, langue seconde ou langue étrangère. Pour ce qui concerne le français, langue seconde ou langue étrangère, je trouve tout à fait normal qu'on enseigne d'abord, si vous voulez, une sorte de français à neutraliser, un peu castré, il faut bien le dire, mais enfin bon, le viatique qui est nécessaire pour se retrouver
dans les situations francophones en général. Donc, je trouve normal de commencer. Donc on a des il pleut et pas une drache dans une rédaction. Alors, je trouve pour le français langue étrangère, je pense qu'ils doivent savoir quand l'on dit il pleut. Ils doivent connaître ça. Alors, évidemment, le pari que je fais, c'est que ces personnes-là ne vont pas rester dans les alliances françaises. Ils vont quand même un jour débarquer dans une société particulière, qu'elle soit montréalaise, qu'elle soit bruxelloise, ou qu'elle soit Kinshasa. Et là, ils vont se rendre compte que là, on ne dit pas il pleut, qu'on dit qu'il drache. Et donc, ils vont élargir leur registre pour avoir d'autres lexiques que celui qu'ils ont avant. Pour ce qui concerne les francophones natifs, j'aurais une toute autre attitude si l'enseignant estime qu'il doit critiquer Drache, il doit expliquer pourquoi. Il doit expliquer pourquoi. Donc, je n'ai aucun problème à ce qu'on critique Drache, mais je veux savoir pourquoi. Parce qu'en réalité, si l'élève l'a utilisé, c'est que c'est le mot qu'il pratique. Donc, et ça on a à l'université aussi, j'expliquais à mes étudiants, écoutez, dans tel genre de texte, je suis désolé, mais ça vous allez faire tomber. Parce que à ce moment-là, ce n'est pas le canal de communication par lequel faire passer ce genre de choses. Par contre, si vous avez des formes d'expressivité que vous souhaitez mettre en avant, si vous souhaitez créer une connivence, par exemple avec la personne qui s'adresse à vous, n'hésitez surtout pas. Le mot est bien choisi. Mais il pleut et drache, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, on est bien d'accord là-dessus, c'est il pleut à verse. C'est une douche ou une... It's pissing en anglais. It's pissing. Tant que je ne suis pas pissed-off. Oui, oui. Je pense que tu seras d'accord avec le fait que, en fait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y avait cette époque de chasse au belgicisme où on a entendu, moi j'ai entendu travailler comme prof de français langue étrangère, mais oui mais c'est quoi en bon français, etc. Et justement maintenant on constate une tolérance à la variété du français et pas seulement au régionalisme, quand même qui augmente. Et j'y pensais, je voyais encore tout à l'heure sur internet une vidéo avec 20 belgicismes et bon, je ne discute pas de est-ce que ce sont des belgicismes bien choisis ou pas, mais il y a une sorte de visibilité donnée au régionalisme et de manière plus large aux variétés de la langue qui me semble plus grande, une plus grande tolérance. En tout cas par rapport au belgicisme, l'esprit chasse au belgicisme n'est plus vraiment cela. Et de temps en temps, il y a presque une mode justement à utiliser certains belgicismes. Alors d'où viendrait ce changement que moi, personnellement j'apprécie, mais d'où viendrait ce changement d'attitude par rapport à la variété de la langue, aux variétés de la langue? Du travail des linguistes qui ont réussi ici. C'est la seule réponse que j'ai. Oui, c'est parce que certaines personnes se sont engagées sur des bases solides du point de vue théorique, ont pris aussi la peine de se confronter aux médias pour essayer d'expliquer les choses. Moi j'en connais qui font ça depuis 30 ans maintenant, et qui sont toujours devant les mêmes questions, mais avec cette fois-ci beaucoup plus d'acceptation qu'avant, ça c'est sûr. Donc c'est tout ce travail-là qui a payé. Il ne faut pas croire que ça est venu comme ça. Donc il ne faut pas croire que c'est l'usage tout seul, là, vous savez, une sorte d'usage un peu naïf. Non, non, non. Il y a des gens qui influencent, ce sont des influenceurs, pour prendre un mot d'aujourd'hui, qui ont fait changer les mentalités. Et je voudrais prolonger ce que tu dis. Ce qui, moi, m'intéresse plus encore, c'est de constater qu'aujourd'hui, qu'en Belgique, on utilise le belgicisme, et figurez-vous que nous utilisons aussi des mots qui maintenant viennent d'autres régions de la francophonie. Et ça, c'est nouveau. Il y avait l'exemple archi connu de « il n'y a pas le feu au lac ». Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, il est venu chez nous et c'est vraiment répandu. D'accord ? Dernier exemple en date, vous savez que maintenant ça fait la 3e fois avec le journal de soir, donc on organise ce qu'ils appellent le nouveau mot de l'année, donc on essaye de faire surgir le mot qui s'est imposé à l'usage, mais vraiment tout à fait récemment. Et je constate que dans la liste de cette année-ci, il y a au moins 6 personnes qui ont signalé le mot malaisant. Alors, malaisant, c'est très intéressant. Et ce mot malaisant que vous découvrez peut-être, mais il est archi connu au Québec. C'est de là que ça vient. C'est comique parce que moi, mon chouchou il a 12 ans,
Et c'est lui qui est sorti avec malaisant, et je dis, mais tu sais, c'est malaisant quand on veut dire malaisant. C'est malaise, c'est gênant. C'est qui crée un malaise. Un malaise. Et donc ce mot est connu au Québec depuis, je ne dis pas la date précise, mais certainement pas depuis 2-3 ans, donc c'est dans le dictionnaire aussitôt d'ailleurs. Hein. Donc ce mot, créé au Québec, parce que je ne pense pas qu'il ait été créé ailleurs, créé au Québec, eh bien il se répand, il est facile d'emploi, on ne sait même plus d'où il vient. J'ai fait une chronique il y a un an sur le mot emportierage. Alors, emportierage, donc c'est cet incident, si vous voulez, quand une voiture qui est à l'arrêt ouvre sa portière, un cycliste s'amène et vient évidemment cogner la dite portière. Je fais ça parce que Maggie de Bloch et je pense aussi de Faux avaient eu un cas d'emportierage. Alors, il n'y a pas de mot en français dans le dictionnaire Robert pour cela. D'accord ? Je ne vais quand même pas prendre un anglicisme, parce que l'anglicisme d'ailleurs ne fonctionne pas bien là-dessus. Emportierage, c'est tout à fait courant au Québec. Où là, effectivement, c'est une question qui se pose encore plus fréquemment que chez nous. Okay. Est-ce que c'est pas un lobby? Pardon ? C'est pas le lobby des sociétés d'assurance. Pour remplir les constats plus facilement. En un mot, on a bien expliqué. Non mais toi, tu connais les baleiniers, le dictionnaire des petits tracas qui n'ont pas de nom. Mais évidemment, quand ça devient juridique, c'est clair que le fait de nommer a un enjeu, parce qu'il faut nommer pour pouvoir faire le procès. C'est beaucoup plus facile en tout cas. Donc je ne suis pas en tout cas dans le lobby. Et avant de parler du sexe plaisant, tantôt moustiquaire. Je ne sais pas, dans le dictionnaire des belgicismes, on vous explique que ce n'est pas le même genre en Belgique, et donc chez Tintin, par exemple, que ce qu'on peut trouver dans le Tyrolaire, etc. Et ça fait partie justement de ces mots qui ne sont pas des anges, mais auxquels on a donné un sexe de manière complètement arbitraire, bien entendu, que ce soit un moustiquaire ou une moustiquaire, il n'y a aucune justification linguistique, si vous voulez, là-dessus. Il y a des mots pour lesquels on peut imaginer qu'il y ait, je citais un exemple récemment dans la chronique aussi là-dessus, c'est sûr que quand vous avez un mot qui commence par une voyelle, une espèce, enfin bon bref, on peut comprendre à un moment donné des phénomènes comme cela, mais moustiquaire, ça ne marche pas, donc c'est purement arbitraire. Et qu'est-ce qui est correct, c'est un ou une moustiquaire? Regardez mon dictionnaire. C'est vrai qu'avant, on faisait chasse au belgicisme. Ça c'est du temps, je l'avais souligné, de Hans ou de Genion. Puis avec le book, ça a déjà changé sur le dictionnaire. Oui. Voilà. Et puis ici, nous sommes sur le dictionnaire. Ouais. Donc voilà, bon, on va avancer tout doucement. Bon, petite anecdote, tantôt, j'avais fini de prendre les poussières et j'ai rangé la chamoisette. Je voulais profiter de l'heure de midi de mon ami Jean pour aller à sa rencontre, sachant qu'il use de ce moment pour rester à la porte. J'avais toutes les chances de le retrouver place Fernand Coq, assis sur son banc favori. Et comme il a pour bien faire et content de me voir, il m'invita à prendre un verre de gaz. Il commanda, mais s'excusa quelques minutes. Après, il alla à la cour. Bon, à cet instant, comme je connais assez bien le monde, je vis un ancien voisin. Ah, tu sais, me dit-il, mon fils fréquente. Il courtise. Il a rencontré dans une friture une demoiselle toute crevée, et lui qui n'est pas une amusette, il a en outre trouvé faire. Ah, la petite, elle tire bien son plan, et pas jouette pour un sou. Ce n'est pas comme son frère, un gain d'ailleurs qui aime faire de son nez sur sa grosse moto rouge. Et l'autre jour, il a failli renverser une petite dame, la pauvre. Elle a laissé tomber son cabas rempli de vidange. Et crois-moi, il a attrapé un de ses cigares. Voilà. J'ai pris quelques mots au Vogelpick et tout en wachotant mon verre que j'ai laissé sur la table, je pensais à mon professeur de français, un homme spépieux quand il donnait ses cours, mais qui s'enguirlandait toujours avec ses collègues pour des pets de chat. Donc on va parler maintenant des expressions. Il y en a qui vous mettent en 10 lignes ce que d'autres mettent en 100 pages. Abordons maintenant le livre des expressions. D'où est venue l'idée de centraliser et encore sur quelle base avez-vous été rechercher ces mots? Parce que comme le soulignait, je dis ça encore il y a quelques jours, Jean-Claude Carrière, reprenant une possible citation de Confucius, au commencement de toute entreprise, donc la première chose à faire quand on fait ce genre de réunion, c'est de s'entourer des gens compétents. Et vous êtes là.
écoutez, donc c'est tour et détour, donc ce livre sur les expressions. Donc, je dis à toute personne qui veut l'entendre que ce n'est pas un ouvrage de linguistique. C'est fait par un linguiste, mais ce n'est pas un ouvrage de linguistique. Donc, ce sont vraiment des libres commentaires, des vagabondages littéraires sur les expressions. Et ces expressions sont toutes issues du français que nous pratiquons à Bruxelles ou en Wallonie. Elles sont donc toutes tirées du dictionnaire des belgicismes. Et j'ai pris celles qui étaient en général parmi les plus connues. D'accord ? Alors, ce n'est pas de la linguistique, mais c'est fait par un linguiste. Donc, les seules choses que je puisse dire, même si j'ai écrit un texte plus littéraire, c'est de parler au fond de ce que ce mot évoque. Les autres expressions qui sont liées à ce mot, de son origine, ce sont des choses comme ça. Mais j'espère en tout cas avec suffisamment d'humour pour être à la portée de tout le monde. Voilà, on va appeler un œuf. On va appeler un œuf. Alors bon, quand on parle d'expression de Belgique, par exemple, c'est une matière qu'en général on repère beaucoup moins facilement que les mots isolés. Si je vous demandais 10 belgicismes, vous me les donnez tout de suite. Si je vous demande 10 expressions du français en Belgique, je ne suis pas sûr que je les aurai dans la minute. Alors oui, on va toujours tirer son plan, attendre famille, puis toutes celles que Denis Lefebvre a déjà données. Mais si je vous parle de mettre l'église au milieu du village... On les désacralise pour le moment. Oui, bien sûr. Alors, garder l'église au milieu du village ou remettre l'église au milieu du village, c'est plus d'église belge, mais il y a quelques régions en France qui le connaissent. Donc je rappelle dans ce livre l'anecdote, un supporter fidèle de Sarkozy, au moment où Sarkozy a voulu revenir dans la course, notamment pour l'élection présidentielle, ce supporter a dit, c'est une excellente décision qu'il a prise, il est temps que l'on mette l'église, que l'on remette l'église au milieu du village, et il ajoute, comme on dit dans mon Auvergne natale. Lui-même, si vous voulez, avait compris qu'il fallait donner une précision de cette nature. Donc, c'est parfois évidemment des expressions, comme pour les mots d'ailleurs, qui se développent plus largement. Par parenthèse, donc j'ai des attestations ici à Bruxelles, donc pas seulement de mettre ou remettre l'église au milieu du village, mais de mettre la mosquée au milieu du village. Et il y en a bien d'autres comme ceux-là auxquels je crois vous ne vous attendez pas. Il ne faut pas se voiler la face. Bon, Jean-Marc, tu peux danser sur ta tête, mais tu n'auras pas encore la parole. Oui, danser sur sa tête. Alors, c'est ce que ça veut dire. Bien sûr. Mais Dominique, ça veut dire que vous n'avez pas lu mon livre, là. Oui, effectivement, c'est un belgicisme qui vient du wallon. Donc, belgicisme est une catégorie englobante. Hein. Donc, vous avez des belgicismes qui viennent alors soit du wallon, soit du flamand, soit d'un état ancien de la langue, soit, ils sont les plus nombreux, ce qu'on appelle des innovations. GSM, c'est une innovation, il ne vient pas du moyen éveillé. Dans le cas de Spotchi, écrasé, est donc un wallonisme. Et c'est la forme la plus connue. C'est la forme la plus connue. Donc en français régional, si vous voulez, de Belgique, il y a une dérégionalisation. Mais Spotchi n'est pas la forme wallonne pour toute la Wallonie. Et donc à Liège, ils disent Sprochi. Et donc Nadine, mon fils, plutôt que de prendre la forme dérégionalisée Spotchi, prend la forme liégeoise qu'elle connaît bien, Sprochi. C'est simplement ça. Alors pourquoi les auteurs ne le font pas plus souvent, plus régulièrement? Eh bien, je crois que toute la question, c'est le rapport qu'ils ont ou qu'elles ont avec leur éditeur ou éditrice. On peut comprendre quand même que quelqu'un à qui un éditeur dit « Oui, c'est pas mal », mais enfin, quand même, ça sent chambette, c'est ça. Et donc, on ne publie pas ton livre, ils disent « Ok, on passe ça au bleu ». Avant-hier, quelqu'un qui travaille dans le monde de l'édition, qui est en contact avec une maison d'édition parisienne qu'elle n'a pas voulu me nommer, me signalait qu'elle avait entendu, dans un comité de rédaction, quelqu'un dire « Bon, ce texte, on va le défriter. » Et vous voyez, vous comprenez. Vous comprenez. Bon, ça pose énormément de questions. Puisque les éditeurs parisiens estiment donc que la langue, qui est la seule qu'ils osent mettre en valeur, est une langue qui est complètement coupée d'une réalité géographique.
ça, c'est... Il y a quand même le cas de Jean-Pierre Verheugen. Hein. Mais il y a d'autres cas, je voudrais mettre quand même un bémol, parce que mon éditrice me dit régulièrement, attention, parce que voilà, il y a un lectorat français, donc il faut que tout soit compréhensible, etc. Il y a des textes qui demandent, qui sont incarnés dans un contexte belge, et donc ça donne des débats passionnants avec nos traducteurs. Oui. Au collège à Senef, qui doivent expliquer ou se faire expliquer qu'on mange 104 heures ou 110 heures, ou des choses comme ça. Mais le 4 heures en Belgique n'est pas le tea time, et donc il faut, voilà, et ça, donc je ne suis pas sûre qu'on définit. Mais comme au cinéma, c'est l'inverse, parce que je vois Dickeneck qui a parlé tout à l'heure, maintenant, oui. C'est récent. Donc, Verheugen, tout à fait d'accord avec vous. Et d'autres, non, il n'y a pas que Verheugen, mais Verheugen, oui, c'est un cas de carnavalisation, même on dit, du langage. Mais donc, voyez, Verheugen n'est pas édité en France. Mais Comment ça, il est en Oui, mais il est depuis des années. Oui, mais il est dans une collection. Oui, mais il faut commencer. C'est une collection. Je veux dire, il ne fait pas partie, si vous voulez, de collection. Ah, mais je ne suis pas d'accord, c'est quand même un pilier de TXT, etc. Verheugen, il a payé en cru en France. Oui, surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime beaucoup Jean-Pierre Verheugen, ça c'est clair. Mais je crois qu'on ne parle pas de la même diffusion ici. Je parle donc d'une diffusion de livres, si vous voulez, qui doivent être de ce point de vue-là. Si, il n'y a aucun doute. Mais donc le cinéma belge, et tout ce qui est belge en général, est en train de bénéficier d'un courant à la fois médiatique et de sympathie générale qui fait que ça passe, quoi, hein. Donc les Belges, ça ose tout. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. Je crois que ça fait partie de l'ère du temps. Alors, je dirais que l'expérience du cinéma, évidemment, est un peu différente de celle du texte seul, parce que là, vous aviez quand même d'autres supports de décodage, hein, aussi, malgré tout. Mais les séries de la RTBF, on en a parlé longuement, les séries de la RTBF, quand elles sont passées du côté français, on a demandé, non pas une traduction, on a demandé que tout ce qui était 60, 70 et 90 passe à la trappe. C'est devenu 70. Donc je vous parle de l'année dernière. Hein, l'année dernière. C'est ça, c'est la trêve. Nous allons aborder maintenant une autre facette de M. Ficard. Ce sont les petits billets savoureux qui nous tous les samedis dans le soir. Vous avez de ces... Oui. Il faut quand même chaque fois les trouver. Chaque fois, moi je suis déjà minuit, à minuit une, je le vois. Je regarde un petit peu, mais c'est chaque fois savoureux parce que vous abordez différents endroits de la planète pour aller chercher au Québec, ici en France ou n'importe où. Vous avez de sélection. Quel type de sélection faites-vous pour pouvoir quand même chaque fois le cerner et avoir chaque fois cette saveur? Eh bien, je dirais que la plupart des sujets des chroniques, ce sont les lecteurs et les lectrices qui le proposent. J'ai une réserve. Alors, j'essaye de demander aux personnes qui lisent la chronique de jouer le jeu, c'est-à-dire non, ce n'est pas parce qu'on fait une proposition que je vais nécessairement la traiter. Et souvent, les personnes posent des questions intéressantes, mais n'ont aucune idée de ce que ça peut entraîner comme développement. Parfois, les questions les plus simples se révèlent très difficiles à traiter. Et alors, chacune et chacun, il va de sa marotte. Hein. Donc j'ai des abonnés aux questions de grammaire, j'ai des abonnés aux questions sur les anglicismes, enfin bon bref. Mais tout ça donne une matière très intéressante, parce que même quand les sujets, à titre personnel, ne m'intéressent pas beaucoup, je me rends compte, d'après les réactions, que ça vaut la peine d'y accorder de l'attention. Alors, ce que Willy Lefebvre fait sortir chaque fois sur Facebook, c'est le billet dans la petite gazette qui fait 10 lignes, qui fait 750 caractères. Alors, derrière cela, sur le site du soir, vous avez alors là 3-4 pages, qui permettent alors de voir un peu plus en détail le traitement du sujet. Donc ça veut dire que si vous fiez uniquement sur la petite gazette, vous n'avez pratiquement qu'un chapeau, au sens technique du terme, et que donc, si vous voulez être intéressé par un sujet, il vaut mieux aller voir sur le site du soir, qui est en accès libre pendant quelques semaines, puis après il le ferme pour les années. Donc je suis très reconnaissant aux personnes qui me donnent des suggestions. Et, alors je dois vous dire ça aussi, parce que je suis linguiste et bien revendiqué comme tel et classé comme tel, c'est pas d'hésitation à avoir. Je me suis demandé si j'allais faire cette chronique quand le soir me l'a proposé. Et la première fois d'ailleurs, il m'avait proposé la petite gazette, j'avais dit non.
m'intéresse pas de pondre 10 livres sur un sujet. Je savais bien que ça allait être très réducteur. Et c'est au fond, en leur proposant de pouvoir mettre 3 pages sur le site, proposition qui leur convenait très bien, qu'ils ont accepté, j'ai dit, alors dans ces conditions-là, je veux bien. Et donc, quand vous regardez les 3 pages, parce que c'est là qu'il faut regarder, vous vous rendez compte que ce n'est pas une chronique de langue qui vous donne ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. C'est une chronique de langue qui essaye de réfléchir avec vous sur le tour, l'expression, le mot qui a servi de point de départ. Donc, je ne sais pas, la dernière, c'était déjà sur quoi? Oh, c'est très familier, ça. Bon, en tout cas, l'avant-dernière, c'était sur l'accord de proximité. L'accord de proximité, rapport avec l'écriture inclusive, etc. Donc, Ça, c'est pour terminer, ça, le point sur le jeu. On ne va pas terminer. non. Là, vous allez parler de mots qu'il ne fallait pas que vous exprimiez sur quelque chose. Alors, je prends la parole en vitesse. Mais non, au contraire. Pour moi, il est assez fondamental, excusez-moi, pour moi, il est assez fondamental de pouvoir parler comme l'on écrit, d'écrire comme l'on parle. Il y a vraiment une osmose absolue entre les mots que l'on écrit et les mots que l'on prononce. Le mot au départ n'a jamais été destiné pour être écrit. L'écriture est venue beaucoup plus tard. Et le mot prononcé, il est alchimique. C'est-à-dire que lorsqu'il est prononcé d'une certaine manière, il va véritablement créer la chose. On passe du vide à la création par le verbe, et c'est fascinant. Pour moi, l'usage de la parole, c'est une manière encore de faire naître les choses qui n'existent pas. Alors, nous arrivons à cette fameuse écriture. Quand nous allons commencer à lire à haute voix ce que nous allons découvrir sur papier, là, je vous assure, on est parti dans des choses incroyables. Parce qu'encore une fois, j'en parlais tantôt, j'accepte avec qui, je suis féministe, je veux qu'on parle du E, donc E-E-S, mais je suis blonde, donc on va mettre point 1 parce que les blondes sont cataloguées dans le 1. Donc on est parti dans... Non, c'est n'importe quoi. Donc on est parti, oui, justement, mais voilà où on va arriver. Quelle est votre position? Disons qu'on est parti dans un truc où c'est les précieuses ridicules qui vont se manifester. Je vous laisse la parole. Si vous déjà vous dévaluez la parole des gens en disant que c'est des précieuses ridicules, on n'a plus rien à dire. Hein. Voilà, mais justement, il y a 80% en français de phonie et de graphie qui ne correspondent pas. Donc l'oral et l'écrit ne correspondent pas, on est dans une orthographe opaque. À l'oral, on se débrouille, on va dire étudiant, étudiante par exemple. C'est pas un problème, je ne vais pas dire point médian, on ne dit pas la ponctuation. Sauf dans les dictées, vous allez dire virgule. Hein, point à la ligne, mais ça c'est dans l'exercice de la dictée. On caricature cette écriture qui, en fait, quand vous écrivez un texte en écriture inclusive, vous avez un problème pourquoi? Pour cher, pour tous, et quelquefois une féminisation. Donc voilà, mais je ne vais pas vous donner la parole à Michel, qui est quand même l'invité de la soirée. Mais ça fait 2 mois et demi que les linguistes et ses partisans et ses partisanes... Ça va être balayé de toute façon par la pratique. Mais je ne pense pas, parce que nous la pratiquons, justement. Mais oui, vous êtes quelques-unes. Oui, quelques-unes. Non, quelques-unes et quelques-uns aussi, heureusement. On nous le rappelle assez que les femmes sont une minorité, merci beaucoup. Il y a aussi la communauté LGBTQI. Vous connaissez les gens qui ne sont pas des gens qui ne sont pas binaires. Mais évidemment, ça a à voir. La manif pour tous aujourd'hui, ils récupèrent contre l'écriture inclusive. Mais elle est pratiquée depuis les années 80, l'écriture inclusive, et elle n'emmerdait personne. C'est juste parce qu'un média a commencé avec un manuel en disant, voilà, mais non, mais vous savez... Vous organisez un réveillon, vous écrivez à vos amis en écrivant « chers amis ». Moi, j'ai suivi un cours de droit du père de Benoît Serex dans les années 80. Quand on arrivait dans l'auditoire, il y avait 400 personnes, donc c'était très mixte, et Benoît Serex arrivait avec son veston sur les épaules et disait « Messieurs, bonjour ». Et quand vous organisez un petit repas d'anniversaire ou de réveillon, vous envoyez un mail à vos connaissances et vous écrivez « chers amis », virgule, c'est tout. Non, vous écrivez « chers amis », j'imagine que vous êtes courtois. C'est ça l'écriture inclusive. C'est ça, ce n'est rien d'autre. De Gaulle avait commencé avec une française française, compatriote. Vous ne parlez que du point médian, qui est une nouveauté, une des possibilités qui n'est pas obligatoire. un peu rébarbative, voilà. Mais il y a des tas d'autres façons de pratiquer l'inclusion féminine. Mais je vous parle, monsieur, vous n'êtes pas obligé de vous retourner vers votre ami qui vilipende les précieuses ridicules, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce mépris. C'est un mépris. Enfin, vous parlez à monsieur quand je vous parle pour me répondre. C'est incroyable. Et justement, par rapport à ça, j'ai une question. Donc, Michel
as posé la question, tu résumes ton point de vue sur l'écriture inclusive. Il y a une question qui me préoccupe depuis, on en a déjà discuté entre nous depuis plusieurs semaines, quand on parle de l'écriture inclusive, c'est que, il me semble, enfin je ne suis pas la seule à partager ce point de vue, que les personnes qui sont réfractaires à l'écriture inclusive, tout de suite sont dans l'injure. Donc là, c'est sorti les précieuses ridicules, alors que les personnes qui sont pour l'écriture inclusive disent oui, c'est pour que les femmes soient visibles, etc. Et je me demande qu'est-ce qui fait que les personnes qui sont réfractaires à l'écriture inclusive soient tout de suite dans l'agressivité et dans l'injure, et donc sortent. Parce que dire, attends, je vais terminer ma phrase, dire, écoutez, moi je ne suis pas d'accord parce qu'il me semble que c'est moins lisible, parce que ça me semble compliqué, d'accord, ça je comprends, je ne partage pas ce point de vue-là, mais je comprends que quelqu'un dise, moi je n'aime pas, je trouve ça compliqué à écrire, je peux entendre. Mais quelqu'un qui dit, vous les précieuses ridicules, c'est la fin, je ne vais pas dire que vous le disiez, mais l'agressivité, les injures, et je pense que Laurence est bien placée pour le savoir, elle en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, mais c'est vrai que il y a énormément d'agressivité et d'injures. Alors pourquoi, Michel, à ton avis, voilà. Mais pourquoi, d'où vient cette agressivité contre? Ah non, parce qu'elles ne sont pas pour pouvoir de l'argent. Peut-être c'est intéressant d'avoir la vue chaque fois. Vous êtes convaincu sur le point de vue C'est de la conviction? Terrain glissant. Terrain glissant. Oui, merci. Première chose, je trouve intéressant que l'on discute ces questions. Si quelqu'un essaye d'étouffer ce genre de débat, il ou elle a tort. Donc c'est intéressant parce que le français évolue. Et que donc toute évolution de la langue suscite des débats, et je pense qu'il est très sain d'avoir ces débats. Et donc, vu mon grand âge, c'est la deuxième fois que je suis pris dans ce genre de débat. La première fois, c'était donc au moment de la féminisation des noms de métiers et de choses. J'étais au Conseil de la langue française à ce moment-là. Et si ici, je suis sorti à un moment donné du bois, c'est parce que j'ai retrouvé exactement le même climat, exactement les mêmes contre-arguments, etc., etc. Alors, je voudrais effectivement rappeler ce qu'est l'écriture inclusive, et je suis persuadé qu'après ça, il n'y aura guère de personnes parmi vous qui pourront dire qu'ils ne pratiquent pas l'écriture inclusive. Je parle en tout cas de l'usage officiel. Parce que, dernier préalable, ce qu'on évoque ici, ce sont bien sûr des possibilités qui sont offertes. Il n'y a pas un diktat qui vient de je ne sais qui, même pas d'un Premier ministre français d'ailleurs, pour nous dire comment nous devons faire. Donc, quand vous m'aurez entendu, vous ferez de toute façon ce que vous voudrez, et vous aurez raison. Simplement, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait, et ce qu'il y a là derrière. Ça me paraît intéressant. Donc, l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? C'est un principe assez général qui dit, au fond, dans la langue française, dans d'autres langues aussi, rassurez-vous, dans la langue française, il y a un problème de visibilité du genre féminin, je vais dire de manière assez rapide. Et c'est un problème de visibilité qui s'enracine dans l'histoire de la langue, notamment, et on rappelle toujours ce cas-là, au XVIIe siècle, à un moment donné, il y a une décision qui a été prise par l'Académie après de longs débats, on peut croire que c'est tombé comme ça, après de longs débats entre les académiciens pour dire, eh bien, on va estimer que lorsqu'il y a notamment des accords de groupe, comme on les appelle, le masculin, et c'est la formule qui a été retenue, hein, le masculin l'emporte sur le féminin. Formule claire à cette époque-là, qui était rattachée à une idéologie explicite, où on vous disait, c'est normal, hein, le masculin, c'est le genre noble. Donc c'est écrit dans le texte. Donc c'est une idéologie qui est là derrière. D'accord ? Bien. Cette décision étant prise, il y a toute une série de conséquences qui suivent. Par exemple, on peut citer ici Becherel, par exemple, toute une série de métiers, de noms de métiers et de professions, comme professeur, comme traducteur, exemple de Becherel,
qui connaissait à cette époque-là un féminin, traductrice en tout cas. Eh bien, Becherel dit non, il n'y a pas de féminin. Il aurait dû dire il n'y aura plus de féminin, puisque ça existait. Il n'y a pas de féminin, parce que ce métier est réservé aux hommes. Alors, ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est la réalité, et il y en avait d'autres. Et on constate que dans l'évolution, il y a quand même eu deux types de métiers. Des métiers nobles qui étaient réservés aux hommes avec une appellation exclusivement masculine, et des métiers moins nobles qui, eux, pouvaient s'accommoder d'une désignance féminine. Donc, quand on voit cela, on se dit, donc la langue, ce n'est pas simplement des moyens linguistiques neutres. C'est pas simplement, si vous voulez, jouer avec des ressources linguistiques qui n'ont aucune importance. Ce sont à chaque fois des choix. Personnellement, et je n'engage que moi, mais je sais que d'autres personnes ici sont engagées, mais personnellement, depuis le début, quand j'ai travaillé sur l'insécurité linguistique, quand j'ai travaillé sur la variation sociale, etc., j'ai été attentif à la légitimité. Et dans cette affaire-ci, de l'écriture inclusive, je suis sensible à ce que la langue ne renforce pas une discrimination de genre. J'ai vu que la langue pouvait renforcer les discriminations géographiques, on en a parlé. Sociales, tout le monde sait ça. Je ne voudrais pas être complice, en tout cas ne rien dire, par rapport à un renforcement de discrimination basée sur le genre. Pas sur le sexe, mais sur le genre. Et donc, je trouve qu'avoir une langue française qui en a les moyens, que cette langue française puisse mieux visibiliser le genre féminin, ça me paraît non seulement logique, mais souhaitable. Et donc, écriture inclusive, il faut féminiser, pour moi, il faut féminiser les noms de métiers et professions. Et une madame, je vais aller jusqu'au bout, et donc, une madame le ministre, je trouve ça aberrant. Aberrant. Grammaticalement aberrant, socialement inutile. Donc, féminisons les noms de métiers et professions. Alors, je sais évidemment qu'on va mettre des hommes grenouilles dans les pattes, hein, je sais bien, mais que votre intelligence, que notre intelligence serve à autre chose qu'à trouver des choses trappes comme ça. Donc, si je peux quand même continuer, parce que je voudrais bien cette fois-ci. Premier procédé de l'écriture inclusive, la féminisation des noms de métiers. Je ne sais pas si vous le faites. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans votre usage privé. Dans l'usage officiel, vous êtes obligé. Donc, vous faites en principe de l'écriture inclusive. Deuxième procédé. Faire en sorte que ce masculin ne soit pas automatiquement considéré comme le genre neutre, le genre générique, etc. Je trouve aussi que, notamment dans le processus d'éducation, c'est intéressant qu'on n'associe pas nécessairement des termes masculins à les hommes. Et ces fameux... Enfin, je vais donner un autre exemple. Donc, je trouve intéressant que quand on parle des droits de l'homme, on soit quand même conscient que, notamment pour des enfants, droits de l'homme, c'est pas nécessairement pour ces enfants-là le droit de l'humanité. Hein. Ça peut être des droits de l'homme en tant qu'espèce, genre. Il faut être attentif à ça. Je dis simplement ça. Il faut être attentif à ça. Quand on emploie des mots comme épicène, comme l'artiste, quelle représentation ça associe dans l'esprit des enfants, par exemple, ou dans le nôtre? Est-ce que vous avez vraiment une répartition équilibrée? Artiste, c'est toujours à la fois autant d'hommes que de femmes? J'en suis pas sûr. Donc, je veux dire ceci. La langue qui nous a habitués depuis longtemps à faire du masculin ce genre générique conditionne une partie de nos représentations. Et donc, introduit une disproportion, si vous voulez. Et donc, je trouve que c'est intéressant de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, par exemple, au lieu de droit de l'homme, je trouve intéressant de parler de droit de la personne. Je trouve ça plus correct. Je donne un autre exemple. Oui, droit de la personne. Droit humain. Oui, droit humain, il y a d'autres. À nouveau, quand on a un peu d'imagination, on trouve des possibilités. Je donne un autre exemple. Quand vous dites, par exemple, cette ville est peuplée de 50 000 hommes. L'humanité compte 6 milliards d'hommes. Aucun doute que dans le deuxième cas, c'est bien l'humanité.
et dans le premier cas. Ce sont pour des raisons comme celle-là que je trouve qu'il faut faire un effort de désambiguïsation. Donc, ça c'est le deuxième procédé, deuxième procédé global, faire en sorte, si vous voulez, que ce masculin ne soit plus automatiquement associé à ce qui est générique, et encore moins à ce qui est neutre, parce que je tiens quand même à le rappeler ici, il n'y a pas de genre neutre en français. C'est une erreur de parler de genre neutre. Le masculin, en fait, a récupéré depuis le latin des fonctions du neutre. Ça, on est bien d'accord, mais il n'y a pas de genre neutre. Et alors, dernier point, c'est de se dire, donc, est-ce qu'on va aller jusqu'à l'explicitation, alors, de ce qu'il y a derrière une appellation comme traducteur, traductrice, professeur, professeur, d'accord, etc., etc. Alors, à l'oral, enfin, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien vous la jouez comme De Gaulle ou comme Macron, ou comme moi-même. J'ai toujours commencé mes cours en disant bonjour à toutes et à tous. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. C'est un principe de l'écriture inclusive, d'accord? Et à l'oral, ce n'est absolument pas gênant. Par contre, il y a quand même des circonstances, notamment à l'écrit, où cette contrainte-là peut être lourde à mettre en œuvre. Alors je donne souvent un exemple qui vient de mon université, qui adresse à un moment donné un courriel à Mesdames et Messieurs les professeurs. Que fait-on avec la finale de professeur? Imaginons, première solution, ce qu'on aurait fait sans doute il y a quelques années, hein, sans hésiter. Professeur RS. Je suis désolé, mais je suis sûr que mes collègues, en tout cas en sciences humaines, qui sont d'ailleurs plus nombreuses maintenant hein, que les mâles du corps professoral, mes collègues n'accepteraient pas professeur RS. Hein. Ah non. En tout cas, c'est clair que ça les invite. Donc, est-ce que vous allez dire alors, mesdames les professeurs, virgule, messieurs les professeurs? C'est une formule, évidemment. D'accord? Mais elle est lourde. Et donc, une autre manière de faire, c'est d'utiliser ce point médian qui est mesdames et messieurs les professeurs. Vous terminez professeur par un R, vous mettez un point médian, vous mettez un E, deuxième point médian, S. C'est mesdames, messieurs, les corps professoraux. Et puis toutes ces formules-là. Il a magistralement mené la conversation et je vais céder la parole à François-Xavier pour qu'il annonce le prochain. Le jeudi 15 février, nous aurons Nathalie Vanowart ici présente et avec elle on parlera de toute l'influence des blogueurs et des blogueuses dans la sphère littéraire de la promotion, quels sont leurs rapports avec les auteurs, les rapports avec les éditeurs, quelle est la place qu'ils ont déjà pris et celle qu'ils pourront encore prendre dans le futur. Et alors, au mois de mars, le 15 mars, donc 15 février, 15 mars, c'est facile à retenir, nous aurons Zoé Derlin, qui était finaliste du prix Russell, et qui viendra nous parler de son premier recueil de nouvelles paru chez Quadrature, qui est Le goût de la limace. Voilà, merci beaucoup, et bonne soirée.